Bonjour, bienvenue pour cette session de live démo de l'IA d'ARPEF 2024. Nathalie Bourdeau, Christophe Zadur, nous avons le plaisir de faire cette session sur la gestion des voies aériennes difficiles de l'enfant et la ventilation de l'enfant au bloc opératoire. Donc pour démarrer, on voudrait vous rappeler juste que la gestion des voies aériennes de l'enfant ont fait l'objet de recommandations formalisées d'experts qui ont été faites en 2018 et publiées dans Anesthésie et Réanimation en 2019. Pour commencer, on a voulu vous faire un petit cas clinique d'un enfant, puis faire les démonstrations ensuite en direct avec vous. Lucien, 3 ans, porteur d'un syndrome de Goldenhart. On pourra revenir après dessus. Vous voyez une sorte de malformation de la face, malformation des oreilles également, et qui doit être opéré pour une amygdalectomie due à un syndrome d'apnée du sommeil. Juste pour mettre les choses au point, l'intubation difficile chez l'enfant, il y a 2 types d'intubation. L'intubation difficile prévue, qu'on va pouvoir gérer dès la consultation d'anesthésie, et l'intubation difficile imprévue, qui elle va avoir lieu directement au bloc opératoire, qui a une fréquence à peu près de 0,1%, mais qui est 4 fois plus fréquente chez l'enfant nourrisson de moins de 1 an, aux alentours de 0,24%, alors qu'elle représente à peu près 0,06% des enfants de plus de 1 an. Donc c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. La plupart du temps, on va être confronté à des intubations difficiles prévues, et cela ne va pas être sans conséquence quand même, puisque, comme on peut le voir, l'intubation est pourvoyeuse éventuellement d'arrêt cardiaque chez l'enfant, l'intubation difficile ou la ventilation difficile aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Alors Nathalie, pour les intubations difficiles prévues, la plupart du temps, ça se voit pendant la consultation d'anesthésie. Il y a des facteurs prédictifs. Il y a des facteurs prédictifs. Alors, le plus classique qu'on connaît chez l'adulte, mais qu'on utilise peu chez l'enfant, c'est la classe de mal-empathie, parce qu'il faut que l'enfant puisse ouvrir la bouche, et ça, on n'a souvent pas la coopération, et c'est pas validé. La distance syromentonnière, donc inférieure à 15 mm chez le nouveau-né, inférieure à 25 mm chez le nourrisson, ou 35 mm chez l'enfant de moins de 10 ans. Ça nécessite un petit peu de coopération aussi. Il y a certains enfants qui se laissent pas examiner, mais néanmoins. Les dysmorphies faciales, donc ça c'est flagrant en général. On voit qu'il y a une franche modification du massif facial. Quand les enfants rentrent en consultation, on sait qu'il y a une dysmorphie faciale. Dans la salle d'attente, on le sait déjà. La rétrognathie, ça c'est important. C'est quelque chose qu'on voit essentiellement surtout de profil de l'enfant. C'est l'absence de menton ou un menton très reculé. Donc il faut examiner l'enfant non seulement de face, mais bien le regarder de profil, on va bien voir la rétrognathie. Surtout si vous faites ça en visio, si vous faites des consultations en visio, il faut demander à l'enfant de se tourner pour bien voir le profil de l'enfant. Il y a des malformations qui sont associées, en particulier celle des oreilles, qui souvent dénotent une malformation aussi de la mandibule. Quand les oreilles sont basses implantées, inexistantes, mal formées, où il reste qu'un petit moignon d'oreille. L'ouverture buccale, c'est un critère qui peut être intéressant, mais chez l'enfant assez grand. Le petit, on n'arrivera pas à obtenir les 3 travers de doigts de l'enfant, pas les miens. Mais même souvent, les enfants, ils les mettent pas comme ça, ils les mettent dans l'autre sens. Donc, c'est pas toujours très simple. L'existence d'un syndrome d'apnée du sommeil ou moins d'un ronflement nocturne est un facteur prédictif d'intubation difficile. Néanmoins, un ronflement nocturne isolé n'est pas forcément à prendre en compte comme une intubation difficile. Ce qui va surtout être déterminant, c'est effectivement cette dysmorphie faciale et ces malformations de la face. Alors, il existe aussi des critères, des maladies qui vont provoquer ici, des pathologies syndromiques qui vont provoquer des intubations difficiles. L'hypoplasie mandibulaire. Alors c'est pareil, c'est comme les dysmorphies. Donc le Pierre-Robien, pour lequel il y a un rétrognatisme, le Treacher-Collins, le Goldenhart, la perle, le Crouzon, un certain nombre de craniocénoses syndromiques. On se retrouve avec des intubations difficiles. Les pathologies syndromiques avec augmentation des parties molles. Voilà. Alors en particulier les mucopolysaccharidoses qui peuvent se retrouver avec des intubations difficiles, extrêmement difficiles d'ailleurs, surtout s'ils ne sont pas traités par leurs enzymes. Et plus ils sont vieux, plus ils sont âgés, plus ce sera difficile. Ouais, ça va s'aggraver avec le temps. Ça s'aggrave avec le temps, ouais. Il y a des pathologies comme ça qui s'aggravent avec le temps. Le Pierre-Robin, ça s'améliore plutôt. Ça s'améliore, exactement. Le Goldenhart, ça va s'aggraver normalement. Et les pathologies avec augmentation des parties molles, achondroplasie, ça s'aggrave. Pareil. Ou la macroglossie qu'on retrouve souvent dans la trisomie 21, dans le Whitman-Beckwith. Et puis évidemment, mais c'est plus anecdotique, les antécédents de brûlure de la face, on comprend bien que ça puisse compliquer l'intubation. Par des rétractions cicatricielles, en exactement. fait. Et c'est là qu'il faut peut-être mesurer la distance syromentonnière qui peut être une aide à votre décision d'intubation difficile.
Dans tous les cas, quand on a une intubation difficile, on va demander de l'aide. Oui, c'est la première chose à faire. Alors, si on l'anticipe, on peut préparer, prévenir les gens et tout ça. Et puis, l'intubation difficile imprévue, déjà, qu'est-ce que c'est la définition? Alors, historiquement, c'était 3 tentatives d'intubation par un médecin expert, c'est-à-dire qui avait l'habitude d'intuber des enfants au plus de 10 minutes. Maintenant, on dit plus de 2 tentatives avec la même lame. On peut éventuellement changer de lame, c'est-à-dire passer d'une lame droite à une lame courbe et vice-versa. On peut utiliser des accessoires, effectivement, mandrins, bougies. C'est tout ce qu'on va voir pendant notre live démo. Et puis d'autres dispositifs ou techniques qui existent, qui permettent éventuellement de combler un échec de laryngoscopie directe. Et ne pas oublier d'appeler à l'aide. Sur une situation imprévue, la première chose à faire, c'est appeler à l'aide. Tout seul, c'est toujours plus difficile. Savoir aussi que pour ce qui est du Cormac, plus l'enfant va être jeune, plus il peut être difficile de l'intuber. Hein, la glotte peut être plus haute, c'est ce qu'on dit chez les enfants. L'épiglotte est tubulée, plus longue. Elle peut retomber sur les cordes vocales et empêcher qu'on les voit. Donc tout ça, ça va être des critères d'intubation difficiles. Alors déjà, avant d'intuber, il faut bien ventiler son patient. Il faut pouvoir le ventiler. L'oxygéner. Avec un masque adapté. Alors vous voyez, il y a différents types de masques, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Les masques rigides, ceux-là, sont quasiment plus utilisés. Les masques ronds, réservés aux nouveau-nés. Et puis dans les masques à bourrelet, il en existe plusieurs types. Plusieurs tailles, plusieurs types. Il faut adapter, il faut choisir la bonne taille pour le patient. Un masque trop petit ne permettra pas de ventiler de façon correcte. Par exemple, vous n'allez pas couvrir le nez et la bouche. Voilà. Un masque trop grand, on va avoir soit les yeux qui sont recouverts, soit si on se met bien à la racine du nez, une fuite au niveau du menton. Et donc, il faut prendre le masque adapté au patient pour pouvoir le ventiler correctement. Vérifiez que le bourrelet soit bien gonflé, parce que s'il n'est pas gonflé, vous risquez de blesser votre enfant. Et on va voir quand on ventile correctement un patient. Donc, on prend sa main. Classiquement, on ne met pas les doigts sur la branche horizontale de la mandibule, puisque c'est risque de fermer la bouche, comme je vous montre là. On essaye de crocheter juste derrière la branche montante de la mandibule. On tient le masque à 2 mains et on ventile. Et vous voyez, ça ventile sans problème. Si on est en difficulté, est-ce qu'il y a une technique qu'on peut faire? Alors, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire. Déjà, optimiser la position de l'enfant. De base, les enfants, ils ont un occiput qui est beaucoup plus important par rapport à leur thorax. Et donc, quand ils sont allongés, ils ont la tête plutôt en flexion. Donc, ne serait-ce que positionner un billot sous le thorax pour permettre d'avoir... Comme on peut le voir sur la diapositive. Avoir une tête qui est un peu plus en rectitude, en fait. En rectitude du rachis et pas en flexion. C'est-à-dire qu'une position qu'on fait un peu comme ça aussi sur l'enfant. Bon, là, sur un mannequin, c'est plus compliqué. Ça, c'est des petites choses qui aident vraiment. Sinon, on peut... Et si on n'arrive pas à le ventiler avec le masque, en tenant le masque, il y a une technique particulière qui peut aider, parce que je l'ai fait avec une seule main. Alors, on peut se mettre à 2 si l'aide est arrivée. C'est ce qu'on appelle la ventilation. Sur 4 mains, il y a une personne qui va tenir le masque, l'autre personne qui va ventiler sur la machine avec le ballon. Donc, moi, je me mets, je prends le masque. Imaginons, voilà. Avec un masque qui soit bien adapté et bien occlu. Et je le tiens avec mes 2 doigts et je crochette pour la mandibule en arrière. Comme ça, et on ventile à 2. Soit si on se met sur le circuit machine, en fait, il y aura les tuyaux et on ventilera sur le circuit machine pareillement. D'accord. Okay. Voilà. La canule de Guedel, ça peut nous aider. Oui, ça peut aider. Ça aide parce que ça permet de refouler, de dégager la langue. Surtout si on a une macroglossie comme dans la trisomie 21, par exemple. Et donc, ça permet d'améliorer la filière laryngée. Mais méfiance, si elle est trop petite ou si elle est trop grande, ça peut être un vrai faux ami. Trop petite, on le voit sur la diapositive, on va refouler la base de la langue. Qui va obstruer. Qui va venir obstruer les voies oropharyngées. Et si elle est trop longue, là, au contraire, il y a des risques de traumatisme laryngé, des risques d'enchâssement de l'épiglotte dans la guédelle ou de plaquer l'épiglotte sur la glotte. Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Alors, il y a une question qu'on pose souvent, c'est quand pose-t-on cette canule de Guedel? Est-ce qu'il y a un moment? Est-ce que je peux le faire quand on est au stade 2 d'anesthésie? Est-ce que j'attends au stade 3? Moi, je dirais quand il y en a besoin, parce que très souvent, il n'y en a pas forcément besoin. Donc, quand on voit qu'on a des difficultés, malgré le repositionnement du masque, malgré éventuellement, alors on en reviendra plus tard, une aide ventilatoire en machine, une aide inspiratoire. Si tout ça, ça marche pas, on peut mettre la Guedel, ça peut aider. Ouais. Et une façon de choisir la taille de la Guedel, c'est que avant de la mettre dans l'enfant, si on la positionne entre
la commissure de la lèvre, elle doit aller jusqu'à l'oreille, jusqu'au tragus. Si on la positionne devant, c'est que c'est normalement la bonne taille et on va pouvoir l'insérer. Après, il y a des abacs qui existent chez tous les fabricants pour vous dire en fonction de l'âge ou du poids, quelle taille de guédelle on va utiliser. Petit point aussi, si vous avez une langue qui est un peu collée, avant d'utiliser la guédelle, on peut ouvrir la bouche et avec son doigt venir décoller la langue. Tout à fait. Pour essayer d'ouvrir et de décoller. On le fait tout le temps. Surtout, plus l'enfant est petit, plus on le fait. Et bien toujours luxer la mandibule pour ouvrir la bouche. En fait, quand on a des difficultés, on va d'abord luxer la mandibule, puis poser le masque. Et une fois que la mandibule est posée, on ne peut plus qu'à ventiler. Ok, ça marche. Il y a d'autres solutions de secours éventuellement pour ventiler les enfants, parce que la priorité, c'est quand même l'oxygénation. C'est pour oxygéner. Donc, on peut mettre des canules nasopharyngées. C'est la canule verte qu'on voit sur l'image. L'image en gauche. La difficulté parfois de ces canules, méfiance, elles sont extrêmement souples. Et si on accroche le cob et le filtre, on peut les couder et se faire penser ventiler, oxygéner l'enfant. Et en fait, ça n'administre rien. Donc, méfiance. Bien regarder que la position est bien droite. On peut utiliser sinon... Mettre directement la sonde de ventilation sur le Macintosh, d'oxygène. Voilà. C'est pas l'idéal parce que je pense que ça peut obstruer la vision. Ouais. Sinon, il y a directement, vous voyez ici, on peut sur un dispositif d'intubation, d'aide à l'intubation, mettre l'oxygène directement sur la sonde d'intubation. On va le voir après. Pareil, méfiance, fais attention que la sonde ne se coude pas, ouais. le poids soit pas trop important. Et puis, sinon, ce qui reste aussi et qui marche bien, ce sont l'Optiflow. L'Optiflow, la ventilation à haut débit, qui permet de garder une ventilation. Alors ça, on l'utilise beaucoup, éventuellement, quand on fait des laryngoscopies directes. Ça permet de ventiler son patient au moins l'oxygéner. Au moins l'oxygéner, pas le ventiler, pardon, l'oxygéner, tout en faisant, tant que l'ORL fasse son geste. Sinon, il y a du matériel qui peut exister. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, on peut utiliser les masques laryngés. Alors, on n'en a pas en démonstration, nous sommes désolés. Il y a toute taille qui existe, toute forme. Donc, il y a les masques laryngés dits classiques, c'est celui qu'on peut retrouver ici, là, par exemple. Ouais. Il y a les masques laryngés type iGel, qui n'ont pas, eux, de coussinet à vérifier. Il y a les masques laryngés, on ne va pas citer de marque, mais qui sont pré-coudés, qui en général sont plutôt bien pour l'enfant. On a une bonne conformation, on arrive à bien les insérer et on a peu de fuite. Et puis après... Il y a des renforcés également, voilà. On peut voir en haut à droite. Armés, voilà. Et puis il y en a avec un canal qui permet de mettre une sonde gastrique en même temps. Exactement. Donc ça peut nous aider si on n'arrive pas à oxygéner, à intuber le patient, mais qu'on arrive à l'oxygéner avec un masque laryngé, à le ventiler avec un masque laryngé. Suivant le geste, on peut peut-être... Alors là... Dans notre cas clinique, on était obligé d'intuber parce que c'est des amygdales, mais suivant le geste, on pourrait, par exemple, poursuivre l'intervention avec le masque laryngé. Alors, il y a quand même une solution si jamais on doit intuber. Il a été montré cette technique-là, en fait, qui était une intubation fibro à travers le masque laryngé. C'est-à-dire qu'on va rentrer son fibroscope dans son masque laryngé qui va être en place. Le masque laryngé va permettre de ventiler, oxygéner le patient. Et puis, à travers, vous pouvez passer d'une sonde d'intubation. Alors, il faut d'abord essayer quel type de sonde d'intubation, quelle taille. Il faut être sûr que la sonde, elle rentre dans le masque, que ça ne frotte pas. Il faut sûrement siliconder beaucoup la sonde parce que plastique contre plastique, ça accroche, c'est plus difficile. Mais c'est une solution. Il faut que le masque laryngé n'ait pas de petites lamelles à l'orifice qui empêcherait le passage de la sonde. Voilà. Alors, il y en a qui les coupent, les petites lamelles. Moi, j'ai vu ça. Voilà. Et puis, une fois que c'est en place comme ça, on ne touche pas. On ne va pas chercher à retirer le masque laryngé. On ne pourra pas de toute façon parce que sinon, on ne pourra pas retenir la sonde lors de... Ça ne sera pas assez long. Donc, on laisse tout en place et on retirera tout à la fin ça peut être une solution. Pour aussi oxygéner un patient, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les guides échangeurs creux. Pour oxygéner, voilà. Et donc, on a ça... Non, j'ai pas de diapo dessus. On a ce système-là, par exemple, on a celui-ci, on en a d'autres, il y a différents modèles. Ce qu'il faut, c'est s'assurer, avant de l'utiliser, c'est des guides qui vont nous permettre d'oxygéner, et puis après, d'intuber le patient en glissant la sonde sur le guide. Alors, il faut s'assurer, ça se défait, parce que là, c'était pour pouvoir avoir l'apport d'oxygène. Il faut s'assurer, quand on fait ça, avant d'installer ça sur l'enfant, que le guide soit 2 fois la longueur de la sonde qu'on veut utiliser.
Sinon, on va se retrouver à mettre le guide, descendre la sonde et ne plus pouvoir ressortir le guide parce qu'il sera trop court et qu'on aura... Par exemple, celui-ci, il serait peut-être un peu juste pour une sonde 3,5. Ouais. À mon avis, si on essaye d'intuber avec celui-là, après, on va se retrouver avec un guide qu'on va perdre dans la trachée. Voilà. On peut peut-être faire une petite démonstration. Imaginons qu'on met le guide creux. Oui, mais on n'a pas de laryngoscope. Mais on va mettre le guide creux comme si l'enfant était intubé. Voilà. On met son guide creux. On peut ventiler dessus, tout simplement. On peut oxygéner. Pardon, dessus, j'ai du mal. On peut oxygéner dessus. Et puis, quand on veut intuber, une fois qu'on est sûr... on va leur passer. Hop. Dedans. Faut silisonder, souvent c'est plus utile. On va descendre et une fois qu'on est dans les cordes vocales, on peut le récupérer, le guide. Voilà. Et se brancher directement sur la sonde d'intubation. Tout à fait. D'autres solutions qui peuvent aider aussi parfois, mais c'est les mandrins rigides qui permettent surtout, l'intérêt c'est de préformer la sonde, de lui donner une courbure plus importante qu'on n'arrive pas à donner avec le plastique, parce que parfois la glotte est vraiment très antérieure. Bon, ça existe aussi chez adultes, le principe est le même. Donc il y a d'autres types aussi de guides échangeurs creux. Vous avez celui-là qui a un mandrin qui peut être également préformé si jamais vous voulez intuber un enfant avec une glotte très haute. Alors ce système-là, c'est pareil. On met dans la bouche, on retire le mandrin, et là c'est un système de clip, c'est-à-dire qu'on rentre dessus. Voilà, et on vient clipser. Et comme ça, on peut adapter. Et ventiler. Oxygéner au moins, ça c'est sûr. Voilà, directement dessus, comme vous voyez. Donc, c'est des systèmes qui permettent de faire ça, qui sont des systèmes d'attente. On ne pourrait pas faire une opération dessus avant une potentielle intubation, ou si jamais vous n'arrivez pas à intuber, avant que l'enfant se réveille, si vous avez fait des médicaments à action rapide. Donc, on peut intuber. On peut aussi utiliser ça avec une lame de laryngoscope classique. Oui, ça permet d'aider. C'est-à-dire que la lame de laryngoscope, vous voyez, si vous êtes tombé sur un enfant qui est Cormac 4, vous voyez que le bas de la glotte, de mettre un guide échangeur creux qui a un petit bout replié peut vous permettre de plus facilement cathétériser la trachée. Tout à fait. Et puis après monter dessus. Méfiance, faut être très doux quand on fait ça pour pas léser la trachée. Alors là, le mandrin ne va pas au bout, c'est ça l'avantage. Voilà, c'est l'avantage. Oui. Voilà, il va pas jusqu'au bout. Alors, après, on a tous les dispositifs de vidéolaryngoscope. C'est toutes les nouveautés maintenant qu'on utilise finalement de plus en plus souvent. Alors, il en existe plein sur le marché. Voilà. Donc, vous avez différentes marques, vous pouvez les voir sur la diapositive. Voilà. On ne va pas vous citer les marques, mais il y en a avec écran déporté, il y en a sans écran déporté, écran attaché, il y en a où vous pouvez regarder à l'œil, mais vous pouvez adapter une caméra dessus. Donc, on va vous montrer déjà. On a 2 exemples qu'on peut faire. C'est on donne pas de marque. On donne pas de marque. Avec un écran. Un dispositif avec un écran sur le dispositif, mais c'est pas mal. Quelqu'un qui est à côté de l'opérateur peut regarder et puis donner son avis, aider. C'est l'avantage de pouvoir faire intuber quelqu'un d'un peu moins formé et que quelqu'un de formé le suive. Ce qui est important aussi, je pense, c'est de mandriner la sonde d'intubation. Souvent quand on a des difficultés d'intubation, c'est que la glotte est très antérieure, très haute. Et donc, quand on mandrine, on va pouvoir récupérer une ondulation de sonde. À la sonde pour pouvoir... Alors, on va insérer, une fois que le patient est endormi, on va insérer le dispositif par la bouche et on regarde la progression tout au long. Grâce à l'écran déporté, on peut voir la progression du dispositif tout au long de l'intubation. Une fois qu'on a une bonne visualisation de la glotte, on peut descendre tout doucement la sonde et arriver dans la trachée. Hop. Voilà, je retire le mandrin. Voilà, vas-y, retire le mandrin. C'est pour ça qu'il faut être aidé, parce qu'en fait, il faut quand même faire ça tout seul. Il faut quand même avoir une 3e main, voire une 4e. Et je gonfle le ballonnet. Voilà, pas oublier de gonfler le ballonnet. Et puis là, normalement, si j'ai été efficace, voilà, je suis en place. L'enfant est intubé et on peut faire l'intubation. C'est quand même une belle aide à l'intubation. Ça marche très bien. C'est vraiment le fait d'avoir un écran, ça aide parce que il y a quelqu'un qui peut voir et nous donner des conseils parce que c'est. Du reste, lors des recommandations formulées d'experts,
formalisé d'experts sur les gestions des voies aériennes en 2018. Il avait été recommandé d'utiliser les vidéos laryngoscopes, même en première intention, chez les enfants où il y avait une intubation difficile prévue. Voilà. Et une ventilation au masque possible, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de l'avoir toujours à proximité pour, si on tombe sur une intubation difficile imprévue, de pouvoir l'utiliser en deuxième intention. Donc on a gonflé le ballonnet. Pas oublier de monitorer systématiquement quand on gonfle un ballonnet, même sur une intubation normale d'ailleurs, hein, avec le manomètre. Soit on gonfle à la seringue et on vérifie, on se met en général aux alentours de 20 cm d'eau, 20 à 25. Soit moi, ce que je propose, un petit truc. Ouais, moi, ce que je propose, c'est de gonfler directement, au lieu de gonfler à la seringue, gonfler directement au manomètre. Un, ça évite d'oublier de vérifier, puisqu'on gonfle comme ça. Et puis deux, on ne sait pas quelle est la taille de la trachée, donc on ne peut pas deviner réellement de combien on doit gonfler normalement notre ballonnet. Et en fait, on s'affranchit de ça, puisqu'on gonfle jusqu'à pression, et on s'arrête là. Parce qu'un ballonnet surgonflé peut être cause de complications. Exactement, un ballonnet surgonflé. Ischémie de la paroi de la trachée, qui peut faire après des rétractions. Et donc, vous pouvez avoir des sténoses trachéales secondaires. Il faut aussi, en parlant du monitorage, quand vous posez des masques laryngés gonflables, il faut également vérifier la pression du coussinet. Du coussinet dans le masque laryngé, parce que, pareil, un coussinet surgonflé peut provoquer des problèmes ischémiques au niveau de l'oropharynx. Exactement. Autre matériel. Donc, celui-ci, l'avantage, alors par rapport au précédent, l'angulation est vraiment pas la même. Ce qui fait la longueur non plus. La longueur n'est pas la même. Celui-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai très peu inséré parce qu'en fait, il n'a pas une angulation tout à fait adaptée aux petits. C'est plus utile chez l'adulte, chez le grand enfant. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut voir directement, comme ceux qui ont des écrans déportés. Par contre, on voit dès l'insertion jusqu'à la fin du geste. On voit. Avec ces genres d'appareils, donc déjà, il y a une goulotte pour pouvoir maintenir la sonde qui permettra aussi de l'orienter. Et donc, finalement, ça oriente la sonde, c'est pas si mal. On n'a pas besoin de mandriner. Non, pas forcément. On peut. Et on monte la sonde avant de mettre l'appareil. Ouais. D'accord. Et puis, alors la difficulté, maintenant, il y a des systèmes, on peut adapter une caméra. Et donc, ça rend l'appareil similaire au précédent. Sinon, avec ce genre d'appareil, le problème, c'est qu'on ne peut pas regarder du début jusqu'à la fin du geste. Parce que si je voulais regarder ici, il faudrait que je sois au niveau des pieds de l'enfant, ce qui est strictement impossible. Donc, il faut insérer d'abord l'appareil. Et puis, une fois qu'on est déjà dedans, on va pouvoir, à partir de maintenant, regarder et progresser. Donc, c'est plus compliqué. C'est un peu différent. Après, voilà, hop. On insère dans la glotte. Donc là, je ne peux pas vous montrer, j'en suis désolée. Et puis, quand on fait attention, pour retirer, on tient bien la sonde sur le côté droit et on coulisse tout doucement l'appareil sur la gauche. Sinon, on a le risque d'extuber le patient. On peut, ce serait bien dommage quand on a eu du mal à l'intuber de devoir de l'extuber comme ça. Alors, l'intérêt de ce type de matériel, c'est qu'on n'a pas d'écran déporté. Donc, en pré-hospitalier, ça peut être un outil indispensable. Voilà. Alors, en pré-hospitalier, ça peut aider. Maintenant, c'est un écran qui est tout petit, qu'on peut insérer dessus et qui tient dans la poche presque. Donc, on peut aussi avoir l'écran, même en pré-hospitalier. D'accord. Ou en réa, ou que ce soit d'ailleurs. D'accord. C'est de l'usage unique. C'est de l'usage unique. Une petite particularité, si on le laisse allumer trop longtemps, il se met à clignoter. C'est le laboratoire qui ne veut pas que ce soit réutilisé. Donc, ils ont fait un système pour qu'on ne puisse plus. Après, ça devient le stroboscope. On est en boîte de nuit et on est incapable d'intuber. Ça, là, voilà. sur un système comme ça, c'est que la partie plastique du bout, si j'arrive à la retirer, voilà, qui se retire et qui s'adapte. Voilà. Et ça, c'est pas jetable, ça se lave pas non plus. Hein. Ne mettez pas à tremper. Juste désinfection avec une lingette dessus. Comme autre appareil, il y a par exemple celui-ci, puisqu'on donne pas de marque, je vais vous le pointer. Le pointeur, il est là. Celui-ci, qui est en fait un appareil avec un écran déporté assez grand d'ailleurs, et qui utilise des lames droites et courbes, exactement comme celles qu'on utilise d'habitude. Donc il n'y a pas beaucoup de différence dans la gestuelle, c'est aussi simple, enfin, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on a des lames droites et des lames courbes, ce que n'ont pas forcément les autres. Non, et elles sont de toute taille. Il y a de la taille 0 jusqu'à la taille 4. Donc, un certain coût pour tout ça, mais globalement, on peut utiliser... on a un panel de choix assez important. Et puis, ils ont aussi, avec les mêmes appareils, en plus des lames hyper angulées en supplément. D'accord. Et puis, le tout premier appareil qu'on voit aussi, alors lui, c'était un des précurseurs sur le marché. Oui, tout à fait. Il a deux cannes, comme vous voyez, une canne plutôt pédiatrique et une canne plutôt adulte. Le mandrin qu'on voit, c'est le mandrin qui est utilisable pour la canne adulte.
pour la cam pédiatrique, il n'y a pas de mandrin. Il faut faire vos mandrins vous-même, pareil. Mais toujours, on vous conseille, hein, mis à part celui où on rentre la sonde d'intubation dans la coulotte, pour tous les autres, préformez vos sondes d'intubation avec un mandrin. C'est indispensable. Le mandrin peut même vous aider en laryngoscopie simple. Une fois que... Imaginons que ça ne marche pas avec mon vidéolaryngoscope. Ouais. Alors, juste, c'est un outil qu'on utilise de plus en plus. Même pour des intubations pas forcément difficiles, d'ailleurs. Ouais, je vois en néonate, par exemple, où on veut laisser intuber l'infirmière anesthésiste ou l'interne, ça rassure de pouvoir voir directement ce qui se passe et de guider. C'est aussi des outils très intéressants sur la pédagogie, pour la pédagogie. Indéniablement. Et donc, si on n'arrive pas avec les vidéolaryngoscopes, il nous reste la technique, pas vraiment de référence, on peut dire. Ouais. La fibroscopie. Celle qu'on utilisait avant quand on avait des intubations difficiles. Exactement. Donc, fibroscopie, maintenant, il y a de l'usage unique, ce qui n'était pas le cas avant. De l'usage unique avec des fibroscopes de plus en plus fins. Le dernier en date, il fait 2,7, donc ça permet d'intuber avec une sonde numéro 3,5. Là, on a une sonde de 3,5. Hein. Et ça, c'est déjà plutôt bien pour l'enfant parce que ça passe sans problème. Une sonde numéro 3 va frotter de trop, même si c'est un diamètre 2,7, parce qu'en fait, c'est le diamètre qui est ici, mais là, au niveau de la caméra exactement, c'est un petit peu plus gros. C'est pas du 2,7, c'est du 2,9. Il triche. Et donc, ça ne passe pas dans les sondes numéro 3. Voilà, ça frotte trop. Juste, un rappel, mais je suis sûr que vous le savez tous, quand on va pour intuber un enfant, on a déterminé la taille de la sonde, il faut toujours prévoir une demi-taille au-dessus, une demi-taille en dessous. Ouais. C'est-à-dire, si vous avez prévu d'utiliser une 3,5, ayez toujours dans votre plateau à côté une 3 et une 4, parce que la glotte peut être plus petite qu'attendue ou plus grosse que ce qu'attendu, et vous aurez des fuites. Et donc, si on voulait intuber sous fibroscopie, alors la difficulté pour aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas l'écran déporté. Donc, nous ne pouvons pas voir. Donc, ils ont fait un système qui permet de maintenir la sonde en haut. Et puis, il va falloir, du coup, insérer... Ça bec bien. Hein. Ah oui, le béquillage de ces appareils, maintenant, est très, très important. On a des rétroversions. Voilà, on peut faire... Et donc, c'est quand même... ça permet de se déplacer au niveau du larynx du patient jusqu'à ce qu'on trouve la glotte et cheminer, passer les obstacles. Et donc, on peut passer soit par le nez, soit par la bouche. Ça dépend... soit de la chirurgie déjà, on n'est pas toujours, des fois on ne peut pas intuber par le nez ou on ne peut pas intuber par la bouche. Et puis ça dépend aussi de nos habitudes, c'est important. Et puis donc si on passe on va cheminer tout doucement en béquillant. Et une fois qu'on est arrivé dans la glotte, alors là pareil, il faut être deux. Ouais, c'est mieux d'être deux parce qu'une fois qu'on est arrivé au bon endroit, qu'on est dans la trachée, on descend la sonde d'intubation. Voilà, et elle va suivre le fibroscope et arriver du coup au bon endroit. Voilà. Méfiance, si on utilise un fibroscope trop fin pour une sonde qui est grosse, si on prend un fibroscope trop fin pour un grand enfant, la sonde d'intubation est plus rigide et elle peut aller vers l'œsophage malgré le fibroscope. D'accord. Et on peut faire un espèce de Z avec notre fibroscope, le casser, et puis surtout ne pas réussir à intuber. Donc il faut que la sonde soit adaptée, que le fibroscope soit adapté à la sonde utilisée. Exactement. Et puis je pense que si vous l'utilisez, ça c'est des fibroscopes pédiatriques, mais si vous l'utilisez pour une sonde adulte, vous risquez d'être trop court. Pareil, là, il faut que ce soit le double, minimum le double de la taille de la longueur de la sonde d'intubation. Et ça, c'est pas sûr qu'avec une sonde de 6, on soit au double de la. Donc il faut, comme pour tout, il faut adapter le matériel. Ouais. Alors, ça demande une certaine dextérité, un apprentissage. Hein. Oui, important. S'entraîner sur des têtes comme ça, mannequins, c'est très bien. Et puis de temps en temps, dans son bloc, on se dit... S'entraîner avec les ORL, voilà. Ou avec les pneumologues quand ils vont faire une fibro, ça peut être une solution. Ils peuvent accepter d'être là, de regarder l'écran et que ce soit vous qui passiez les cordes vocales et après ils reprennent l'appareil. Exactement. L'entraînement, c'est le sacro-saint mot. Plus on en fait, plus on sera à l'aise et plus on pourra le faire dans des conditions difficiles. Il faut commencer à apprendre dans des conditions plutôt simples. Et puis, alors après, si on veut vraiment faire le panel directement complet de l'intubation difficile, il y a le cas où on ne peut pas ventiler, pas intuber l'enfant. On est en désespéré parce qu'il est en train de désaturer et quasiment d'arrêt cardiaque. Et là, il y a l'ultime. L'ultime, voilà, l'intercrico. Alors, on peut voir ici. Voilà, c'est pareil, il y a différentes tailles. Donc, il y a une petite là, une un peu plus grande. Donc, je vous rappelle le principe, hein, c'est une aiguille qui est introduite dans une sorte de cathlon, en fait. Hein. Et puis, on va venir piquer à travers
la membrane cricoïdienne ici, que vous pouvez avoir repérée sous échographie éventuellement avant. Ça peut aider. Mais c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Alors, chez l'enfant de moins de 8 ans... c'est du sauvetage. C'est du sauvetage. Et chez l'enfant de moins de 8 ans, il a été montré que c'était presque plus souvent délétère que de ne rien faire et que d'essayer de ventiler. Je ne sais pas si un enfant en arrêt, qu'on est tout seul, ça fait une demi-heure qu'il est en arrêt, on peut peut-être qu'on peut essayer, mais c'est beaucoup plus compliqué que chez l'adulte, avec des résultats beaucoup moins satisfaisants. Donc, à réserver soit aux ORL s'ils sont là, mais souvent, eux, ils vont peut-être pouvoir faire une fibro dans le meilleur et être plus efficaces. Faire une trachéo en urgence. Voilà, une trachéo en urgence. Soit vraiment, l'intercrico, c'est le sauvetage ultime, mais personnellement, toi, tu l'as déjà fait? Jamais. Moi non plus, jamais. Ça fait 20 ans d'expérience d'anesthésie pédiatrique. J'ai jamais eu l'occasion, j'ai eu besoin, malgré des intubations difficiles qu'on a rencontrées. Donc, on est rarement face, comme chez l'adulte, à de l'ORL avec la cancéro, où là, on a des abords trachéaux très difficiles. Chez l'enfant, c'est un peu différent. Ouais. Et c'est rarissime, mais vraiment extrêmement rare. Et comme aide, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il fallait une aide quand on est sur une intubation difficile, comme aide que vous pouvez prévoir sur une intubation difficile prévue, sur un enfant très compliqué, c'est d'avoir un ORL dans la salle. Déjà, si on l'a prévu... Habillé prêt à faire une trachéotomie s'il y a besoin. Le principe, on l'a prévu, donc on va appeler les gens déjà à l'avance, prévoir un ORL, prévoir de l'aide auprès de nous dès le début, prévoir déjà un arbre décisionnel, on va dire, je commence, j'essaye avec tel laryngo, j'arrive pas, j'essayerai avec tel autre, j'arrive pas, j'essayerai avec fibro. Tout est anticipé et prévu. Donc ça, on est normalement dans des conditions plutôt rassurantes, optimales. La difficulté, c'est l'imprévu, mais l'imprévu chez l'enfant, c'est rarissime. Voilà. Donc, on l'a vu, 0, 1%. Exactement. 1 pour 1000, d'intubation difficile, imprévue. Ça ne veut pas dire d'intubation impossible. Non, voilà. Une fois qu'on a intubé... il va falloir ventiler. Il va falloir ventiler. Une fois qu'on a intubé, il va falloir ventiler. Alors, pourquoi ventiler? Ça semble un peu évident, mais c'est pour compenser la dépression respiratoire qu'on va induire par l'anesthésie. C'est pour diminuer le travail respiratoire que l'enfant va réaliser, diminuer les besoins en oxygène et prévenir l'apparition d'atelectasie. Ce qui survient très vite chez l'enfant. Très très vite. Très vite. Et donc, comment on fait pour ventiler? Alors déjà, quelques particularités physiologiques. L'enfant a une compliance pariétale qui est très élevée. Ils ont des thorax qui sont très mous, en tout cas à la naissance, évidemment. Alors, quand on dit l'enfant, il faut bien penser que ça part du nouveau-né jusqu'à l'enfant de 18 ans. Et c'est un continuum. Le nouveau-né n'est pas l'enfant de 18 ans. Et donc, on ne peut pas s'attarder sur toutes les tranches d'âge, mais globalement, on a tendance à parler du petit enfant, voire du nourrisson. Donc, le thorax, il est extrêmement compliant. Par contre, il y a une diminution de la pression de recul élastique du poumon. Le poumon lui-même, il est par contre moins compliant. Ce qui fait que globalement, on va avoir facilement des fermetures des petites voies aériennes parce qu'elles sont dépourvues de cartilage. Elles vont avoir tendance très facilement à se fermer dès qu'on est proche d'un volume dès que le volume est proche de la CRF. C'est pour ça qu'il est souvent utile de mettre une PEP. Ça aide à maintenir les alvéoles ouvertes. Et éviter les atelectasies. Et il y a des risques de barotraumatisme aussi si on met des pressions importantes. Il faut faire attention, voilà. En ventilation spontanée, le nourrisson, il va adapter son débit expiratoire en combinant un frein laryngé et un frein diaphragmatique. Et il a une fréquence respiratoire qui est bien plus élevée que l'adulte. Le nouveau-né, on est aux alentours de 30, 40, voire même 60 si c'est le prématuré. Et donc, il a un temps expiratoire qui est court, qui fait qu'il a une espèce d'autopep qui se fabrique. Il y a un trapping physiologique, entre guillemets, du tout petit, pour justement éviter que ses alvéoles se collabent à chaque ventilation. Physiologiquement. Mais quand il est endormi, il l'a plus, ça. Voilà, d'où il faut qu'on reproduise à peu près la même chose. Okay. Les résistances... Oui. C'est quoi pourquoi on parle de résistance et on parlait tout à l'heure de bien gonfler correctement le ballonnet parce qu'il y a des risques. Oui, les résistances déjà, la trachée d'un enfant est beaucoup plus petite. On sait la loi de Poiseuille, mais c'est inversement proportionnel au diamètre de la trachée puissance 4, donc c'est énorme. Donc si on a un enfant qui a une trachée de 4 mm et qui ont fait un œdème, ils ont fait des manœuvres où il est malade, il y a un œdème d'1 mm, les résistances vont augmenter par 16. Alors que pour un adulte qui a une trachée de 8 mm, même s'il y a un œdème de la même taille, les résistances vont augmenter de façon beaucoup plus faible, uniquement par 3. C'est ça. L'impact en fait du 1 mm chez un enfant qui a 4 mm, c'est
on obstrue quasiment On obstrue presque toute la moitié. Voilà. Alors que sur un adulte, eh ben, on a Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. La ventilation chez l'enfant n'est pas tout à fait la même que chez l'adulte. Et non, on le répète tout le temps, hein, l'enfant n'est pas un petit adulte. Non, voilà. Alors les volumes. Les volumes, on sait à peu près quoi. C'est à peu près, voilà. C'est en gros, il faut que le volume courant, c'est le même, quel que soit l'âge, là pour le coup, entre 6 et 8 millilitres kilo. C'est pas encore aussi bien déterminé que chez l'adulte, mais ça ressemble à ce qu'on fait chez l'adulte. Exactement. Donc vous voyez, 6-8 millilitres kilo pour tout le monde, comme ça vous n'avez pas. Pour une fois, il y a une règle pour tous les enfants. Oui. Et puis là, sur cette diapo, c'est pour montrer quand même que la compliance, elle varie vraiment de façon importante. La compliance totale chez un petit, elle est de 6 millilitres centimètres, 5 à 6 millilitres centimètres carrés. Et chez l'adulte, on est à 50. C'est 10 fois plus. Donc, il y a une grande variation entre le petit enfant et l'adulte. Voilà. Pourquoi aussi l'enfant a plus de difficultés à maintenir ses alvéoles et à ventiler? C'est vrai que des fois, quand on voit l'enfant qui a du mal à respirer, il y a une sorte de balancement thoraco-abdominal. Ça s'explique entre autres par le fait que les côtes sont très horizontales. Ça, c'est physiologique, c'est comme ça. Et le diaphragme, du coup, il n'a pas une course diaphragmatique qui est très efficace. Qui est optimale. Et du coup, il y a cet effet qu'on voit quand ils ventilent. Alors, c'est accentué quand ils sont en détresse respiratoire, mais même en ventilation spontanée, parfois, on a l'impression que vraiment quand ils sont en difficulté. Ah bah là, on le voit très bien. Ça, on voit les muscles intercostaux aussi qui se Voilà, on voit. Il y a aussi, on voit très bien aussi au niveau de le creux susternal, il est très marqué à ce moment-là. Donc voilà. Donc ça, c'est des signes qui doivent vous dire que l'enfant est en difficulté respiratoire. Alors quel mode ventilatoire? Une fois on a ventilé, on dit voilà, c'est bon, intubé. Qu'est-ce que j'utilise? Est-ce qu'il y a un mode qui est meilleur que les autres? Non, je suis désolée, je te déçois, mais non. J'attendais une réponse. Et ben la réponse est claire, c'est qu'il n'y a pas de recommandation vis-à-vis d'un mode, soit pression contrôlée, soit volume contrôlé chez l'enfant. D'accord. On peut utiliser les deux. Il faut savoir quelles sont les particularités de chaque mode ventilatoire et connaître les inconvénients, les avantages et surtout maîtriser chaque mode. Si on n'en maîtrise qu'un seul, vaut mieux utiliser celui qu'on maîtrise plutôt que se lancer sur la ventilation d'un petit sans savoir ce qu'on fait. En pédiatrie, on fait que ce qu'on sait faire. Ça devrait être comme ça partout. Voilà. Et après, on apprend avec des mentors ou des tuteurs qui vous apprennent un peu plus. Exactement. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces modes ventilatoires? Parce que tu me dis, il n'y a pas de différence, mais je suis sûr que il y en a. Moi, on m'a toujours dit, il faut peut-être de la pression contrôlée chez le nouveau-né, du volume contrôlé chez le plus grand. Alors, donc on a 3 modes essentiels. C'est vraiment 3 grandes catégories parce que maintenant il y a d'autres modes qui sont apparus. Il y a le principe du mode volume contrôlé, le principe de la pression contrôlée et enfin l'aide inspiratoire. Le volume contrôlé, c'est ce qui est utilisé essentiellement chez l'adulte. Je pense que pas beaucoup d'utilisation de la pression contrôlée. On règle le volume. On dit l'enfant il fait 10 kilos, je dois mettre 70 millilitres de volume, par exemple. L'inconvénient, c'est que ça dépend des fuites. Le volume délivré est dépendant des fuites, de la compensation, de la compliance des circuits. C'est vrai qu'il faut méfiance, j'ai oublié de vous dire ça. Quand on teste un respirateur initialement, au début de la journée, ou au début du cas qu'on va faire, il faut le tester avec les tuyaux qu'on va utiliser pour le patient. Les compliances des tuyaux sont très différentes entre les tuyaux pédiatriques et les tuyaux adultes. Et donc, ça modifie complètement les paramètres et la machine n'est plus capable de pousser de façon efficace, en tout cas de façon précise, le volume qu'on lui demande si on n'a pas bien utilisé les bons tuyaux lors du test. D'accord. Moi, je voulais revenir juste sur les fuites. Vous savez qu'il existe des sondes à ballonnet et sans ballonnet. Pendant très longtemps, on a dit en pédiatrie, c'est des sondes sans ballonnet. Les recommandations d'experts sont revenues dessus. Voilà, c'est à ballonnet. Sonde à ballonnet, ça diminue les fuites, ça diminue la contamination de la salle par les gaz halogénés. Et donc, ça vous permet, si vous êtes avoir une sonde un peu trop petite, de pouvoir compenser éventuellement par le gonflage du ballonnet. Bien sûr, monitorer, on vous l'a dit tout à l'heure. C'est dans le mode volume contrôlé. Un certain nombre de respirateurs n'arrivent pas à être assez précis quand on fait vraiment de la néonate des tout petits. Un enfant qui fait, 2 kilos, on va avoir un volume courant estimé entre 15 et 20 millilitres. Et les respirateurs, on est à la limite de leur capacité. Ils ont une limite basse. En termes de précision. Et donc, la plupart sont pas forcément capables de faire correctement des tout petits volumes. C'est pour ça que le volume contrôlé,
on le réserve plus souvent au plus grand et on préfère la mode pression en général chez le tout petit. Et est-ce que grâce parce que le volume contrôlé, on ne va pas mesurer la pression. Qu'est-ce qu'on risque de faire des surpressions, des barres automatiques? Comme pour toutes les modes, on va régler des paramètres et on va surveiller les autres. Donc, en volume contrôlé, on règle le volume courant, on règle forcément la fréquence qui doit être adaptée à l'âge, on règle le ratio de I sur E et la PEP. D'accord. Et par contre, ce qu'on va surveiller et ce qu'il faut monitorer de façon très précise et attentive, c'est les pressions, la pression max, la pression de plateau, la ventilation minute, en sachant que pression max et pression de plateau, chez un enfant qui ventile à 40 par minute, elles sont quasiment les mêmes. Il y a très très peu de plateau, le plateau il est très très court, donc elles sont quasiment superposables. Donc ça c'est pour le mode volume contrôlé. En mode pression contrôlée, on va à l'inverse. Là, on fixe une pression. On impose une pression, on va la régler de façon à ce qu'on obtienne un volume courant aux alentours de 6 à 8 ml/kg. On va pareil régler la fréquence en fonction de l'âge de l'enfant, l'adapter à l'âge de l'enfant. Le ratio I sur E, pareil, on va le fixer. En général, c'est aux alentours de 1 sur 2, mais ça peut être de 1 sur 1,5 à jusqu'à 1 sur 1,25. 1 sur 2,5, pardon, excusez-moi. Et donc là, comme on règle la pression, ce qu'on va monitorer, c'est le volume. Et donc, si la pression chute ou quoi que ce soit, enfin, s'il y a une difficulté dans la ventilation, ce qui va se passer, c'est le volume qui va diminuer. Par exemple, un enfant asthmatique ou un enfant si la pression n'est pas suffisante, le volume va diminuer. Si on a un œdème des voies aériennes, exactement. Par exemple, des bronches, voilà. Donc là, les paramètres, les alarmes, il faut qu'elles soient vraiment attentives sur le volume, alors que dans l'autre mode, on met des alarmes sur le... Donc on n'est pas vraiment fixé, on ne dit pas qu'il y en a un qui est meilleur, mais ce qui est bien, c'est s'il y en a un qui ne marche pas, essayer l'autre. Exactement. S'il y en a un qui ne marche pas, on peut essayer l'autre, ça peut aider. Et franchement, l'un comme l'autre fonctionne aussi bien. On peut passer de l'un à l'autre en cours d'intervention, ça pose pas de difficulté non plus. Il n'y a pas de raison de passer de l'un à l'autre en soi, mais c'est plus s'adapter à ce qu'on connaît et faire. Et éventuellement aux pathologies de l'enfant. Voilà, ou à l'évolution ou ce qui se passe en cours d'intervention. D'accord. Et l'aide inspiratoire Alors l'aide inspiratoire, c'est un mode qui est totalement assisté. Ça apporte une assistance en pression lorsque le patient réalise l'effort respiratoire. Donc il faut que le patient il soit en ventilation, enfin qu'il ait encore une ventilation spontanée. Sinon, l'aide inspiratoire passe en mode, on va dire, apnée et pousse dans le patient à une fréquence prédéterminée et on se retrouve finalement en mode pression. D'accord. Mais pourquoi alors utiliser une aide inspiratoire? Parce qu'on peut se dire l'enfant il est en spontané, il respire normalement, voilà. Alors, ça permet justement de compenser l'aide inspiratoire, au moins à l'induction, mais on va en parler juste après. C'est que ça permet de compenser cette tendance qu'a l'enfant à refermer ses alvéoles et lors de l'induction et donc aider à passer cet obstacle. D'accord, donc il déclenche une inspiration. Il déclenche une inspiration et la machine l'aide. Pousse une pression déterminée. En général, pas très élevée. Là, tu règles pas de volume, mais tu règles pas de volume, tu règles une pression. Tu règles une pression et tu regardes le volume. Toujours pareil. Voilà, c'est un mode pression. L'aide inspiratoire, c'est un mode pression. D'accord. Mode pression déclenché par le patient. Exactement. Donc l'induction, on y revient un tout petit peu parce que en général, il faut préoxygéner le patient avant de l'intuber. On en a parlé tout à l'heure, l'oxygénation est important. Alors, chez l'enfant, en dehors de l'intubation difficile, quand on fait une induction au masque facial, au CEVO, en fait, on fait notre préoxygénation tout le temps de l'induction. Il n'y a pas besoin de mettre un masque facial pendant 1 minute, puis de commencer le CEVO. Ça ne sert à rien. Surtout que l'enfant, il n'aime pas trop. Là. Et puis l'enfant, les petits, je vous mets au défi de réussir à avoir un masque qui soit vraiment étanche pendant 1 minute chez un petit à qui on ne fait rien. On ne lui passe aucun sédatif. Et vous allez vous battre contre lui et il ne sera jamais étanche. Ça, c'est... Voilà. Donc, c'est important. Ne vous attendez pas à avoir une préoxygénation comme chez l'adulte. Non, on ne fait pas de préoxygénation comme chez l'adulte. En tout cas, en mode induction inhalatoire. Si on fait une induction IV, oui, il faut préoxygéner. Le mieux possible, peut-être se battre un petit peu contre l'enfant, ça arrive, mais essayer avoir le moins de fuite possible, et ça, c'est pas toujours évident. Donc, l'aide inspiratoire, on en a parlé tout à l'heure. C'est un mode qui peut, à l'induction, te servir. C'est-à-dire, comment tu fais, toi, classiquement? J'installe l'enfant, je lui présente le masque, j'essaye de le mettre, c'est que
le mettre en confiance, qu'il accepte le masque. Parfois, ils le mettent tout seul, ça c'est bien. Et utiliser les méthodes de distraction. Ah, ça marche super bien. Téléphone, Voilà. musicothérapie. Et donc, une fois que j'ai mis le masque, on commence avec le Cevo, et dès qu'il commence un petit peu à perdre conscience, tout de suite, très rapidement, je mets de l'aide inspiratoire pour compenser l'augmentation du travail respiratoire qu'il fait à cause du Cevo que j'ai mis en place. D'accord. Donc, combien d'aides, là? En général, 6, 4, enfin 6, 8. D'accord, pas plus. Pas plus. Un trigger, tu règles ton trigger? Ah oui, le trigger, il faut qu'il soit au plus bas, enfin relativement bas, parce que l'enfant, s'il est trop élevé, le trigger, l'enfant n'est pas capable de déclencher. Il a l'impression de respirer dans un aux alentours de, voilà, aux alentours de 0,3, 0,5 litres minutes, ça dépend. Et la plupart des triggers sont en débit, il y a des triggers en pression. Et là, pour le coup, moi, je n'utilise que des machines avec des triggers en débit, donc je connais pas les normes, je pourrais pas donner de normes. Mais bon, après ça, vous trouverez l'information rapidement. Et le dernier point, est-ce qu'on met une PEP ou pas? Oui, une PEP. Dès le début, l'enfant est très susceptible de faire des atélectasies. Et ça, il le supporte son problème, l'enfant? Il le supporte sans Parce qu'il a déjà commencé à perdre un peu conscience. Déjà, oui, on fait ça quand il commence déjà un peu à perdre conscience. Et puis, sur le plan hémodynamique, en général, il n'y a pas de retentissement immédiat. C'est parce qu'ils sont encore en VS, c'est pas... D'accord. Donc, c'est bien toléré et ça permet de, justement, éviter que l'enfant se dérecrute et qu'on ait une hypoxie ou au moins une désaturation post-intubation. Et je crois qu'il a été montré dans la littérature, même on a des endormissements plus rapides. Oui, un petit peu plus rapides, oui. Parce qu'effectivement, l'enfant prend tout le volume avec les gaz halogénés. Exactement. Les alvéoles sont bien remplis, bien plein de Cevo et plus facilement. Donc on peut que vous conseiller d'utiliser un aspiratoire à l'induction. Exactement. Et alors, une fois qu'on a intubé, comment on règle notre respirateur? Donc, c'est rien de nouveau, on l'a déjà dit, hein. Le volume courant, c'est pareil, c'est comme chez l'adulte quasiment, c'est de 6 à 8 ml/kg de poids idéal. Ça, c'est plus compliqué chez l'enfant, on n'a pas toujours le poids idéal. Si on fait moins de 6 ml/kg, il y a des études qui ont montré, ça a été prouvé, on a des risques d'atélectasie. Si on fait plus de 10 ml/kg, ça favorise la survenue de lésions de la paroi alvéolaire, donc c'est pas fantastique. Et donc, entre 7 et 8, voilà, quelque chose comme ça, ça dépend, de toute façon... Ça varie quand on regarde le volume courant qu'on administre, il n'est jamais toujours le même d'un cycle à l'autre. Donc, entre 6 et 8, c'est très bien. D'accord. Alors, le petit Lucien qu'on avait dans notre clinique, il était normal. Moi, j'ai des petits Luciens, des fois, qui sont comme ça. Oui. Avec, tu vois, le poids ne correspond pas forcément à l'âge. Ça, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Là, tu peux pas utiliser son poids réel parce que comme cet enfant a 17 kilos pour 8 mois, c'est énorme. Ça serait un volume courant mais extrêmement élevé, trop important. On a vraiment un risque de lésion de la paroi alvéolaire, de barotraumatisme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Globalement, ça a été montré. Il y a eu des études qui ont montré que chez les enfants obèses, il faut utiliser comme poids le poids corporel qui va être déduit de la taille et donc en fait ce qu'on va appeler le poids idéal. Le poids idéal. En espérant avoir la taille de l'enfant. Ils sont pas tous toisés, c'est pas toujours facile. Par rapport à son âge, on peut s'en servir ou pas? On peut essayer aussi par rapport à l'âge. Il y a des abacs, ça nous donne des idées, mais c'est-à-dire qu'on prend les courbes qu'il y a dans les carnets de santé et on regarde à peu près par un proche et on se fait une idée. Ça nous donne une idée. Le mieux, c'est si on a la taille de l'enfant, c'est un peu plus facile. Et pour les enfants qui sont normaux ou maigres, par contre, là, il vaut mieux, c'est la même étude, utiliser le poids mesuré. D'accord. Et donc, ça, c'est facile parce qu'on l'a, parce que les enfants, en général, ils arrivent soit en consultation d'anesthésie, ils montent sur la balance, soit à arriver à l'hôpital, ils sont pesés. Pas toujours toisés, mais au moins pesés. Ouais. Pas toujours toisés, tu vois. On a souvent un poids réel, on a rarement le poids idéal parce qu'on n'a pas la taille. Et puis le poids, c'est toujours facile au dernier moment de demander aux infirmières de prendre le poids. Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. La fréquence respiratoire, parce que on sait que chez l'adulte, c'est sans problème. On se traîne entre 15 et 20 de fréquences respiratoires. Chez l'enfant, on sait que, tu nous l'as dit tout à l'heure, la ventilation chez un nouveau-né, ça peut être 60 par minute. Exactement. Et donc on fait comment? Il y a des abacs, il faut s'adapter, il faut avoir ça en tête. Au début, quand on débute, on a toujours un carnet, on a tout marqué. Et puis après, ça devient presque spontané. Ouais. Donc, chez le tout petit, le préma, il faut aller jusqu'à 40 à 60 cycles par minute. Donc, c'est vraiment une fois par seconde. Hein, c'est énorme. Un cycle par seconde, c'est énorme. Chez le nouveau-né à terme, un tout petit peu moins. Allez, de 30 à 50. Moi, je dis en général 40, c'est facile de retenir. Et puis après, c'est un continuum. Je ne veux pas détailler l'ensemble parce que ça n'a pas de sens, mais c'est un continuum, évidemment. Plus l'enfant en grandit, plus on va se rapprocher d'une fréquence respiratoire qui ressemble à celle de l'adulte.
Et tout ça pour avoir un ETCO2 réglé à combien? On se met 30, 32, 35, 40, combien? Plutôt 35 d'objectifs de TCO2. Et c'est pareil, si on voit qu'on n'a pas tout à fait l'objectif choisi, eh ben, il faut modifier la ventilation, soit augmenter la fréquence, soit éventuellement augmenter le volume ou la pression suivant le mode utilisé. OK. Pour arriver à la cible qu'on avait décidé. Alors la PEP, on en a déjà un petit peu parlé. La PEP, c'est dès le début de l'anesthésie jusqu'à la fin de l'anesthésie. Jusqu'à l'extubation. Jusqu'à l'extubation. Donc quand on laisse l'enfant à la fin en ventilation spontanée avant extubation, on peut maintenant, avec les respirateurs, on peut facilement laisser une PEP. Il faut laisser une PEP, parce qu'il y a pas mal d'études qui l'ont montré. Alors maintenant, ça c'est... Vous fermez un tout petit peu la valve, sinon... Ou on ferme un petit peu la valve APL. Et ça permet de limiter les atélectasies qui apparaissent dès le début de l'anesthésie. C'est très très précoce, c'est très rapide. Et si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des désaturations post-opératoires. Oui. Post-opératoire ou même post-intubation initialement. Ouais. Après, on récupère. Et il y a des études qui ont montré, en effet, la désaturation peut rester, ou l'inhomogénéité ventilatoire peut persister jusqu'à H24. Ouais. Si malheureusement vous ne l'avez pas fait, il y a toujours des possibilités de faire des manœuvres de recrutement péropératoire. Hein, maintenant, la plupart des respirateurs ont des systèmes automatisés de recrutement. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé dans la littérature de paramètres précis à donner en fonction de l'âge pour les manœuvres de recrutement. Il n'y a pas assez d'études, il n'y a pas assez de littérature là-dessus. Donc, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que une chose qui semble, on va dire, spontanément comme ça acquise, c'est de ne pas mettre les mêmes valeurs que chez l'adulte parce que 30 de pression... Ça peut être élevé. Ne pas le faire non plus à la main. Pas le faire à la main, le faire si on peut, si la machine permet de faire des paliers de PEP. Mais jusqu'à combien et quel palier? Ben pour l'instant, moi je donnerai pas de réponse parce que c'est pas assez précis, c'est pas. Et puis suivant l'âge de l'enfant, c'est pareil. Il va falloir faire des catégories pour avoir une idée de ce qu'on peut faire. Mais ça des travaux au futur peut-être. Il y en a en cours, hein, ça c'est sûr, et il y en a à venir sûrement. Et alors, quand on règle la fréquence, il faut penser à régler aussi le I sur E. Chez l'adulte, on n'y touche pas trop. Il est déjà réglé, prédéterminé, et en fait, on n'y pense pas parce qu'on ne change pas beaucoup la fréquence respiratoire. Mais chez l'enfant, c'est important parce que le I sur E, si on change la fréquence respiratoire, ça dépend de la machine. Si elle est réglée, soit on règle un temps inspiratoire, et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le I sur E va se modifier de façon majeure. Soit à l'inverse, le I sur E est fixé et c'est le temps inspiratoire qui va se modifier. Donc quand on change la fréquence, il y a un impact sur le I sur E. Le I sur E, en règle générale, c'est à peu près comme chez l'adulte, c'est aux alentours de 1 sur 2. Un enfant qui est un peu... alors les bébés, on n'a pas beaucoup d'enfants BPCO, mais ils ont parfois des bronchodysplasies, tout ça. On va augmenter un petit peu leur temps expiratoire pour laisser vidanger leurs alvéoles. Donc ce sera plutôt sur 1 sur 2,5. Mais les tout petits qui n'ont pas de pathologie pulmonaire, vu la fréquence respiratoire, on va être plutôt avec un temps expiratoire court. En tout cas, physiologiquement, c'est ce qu'ils font. Et donc, diminuer un petit peu notre I sur E, à tendre vers le 1 sur 1,5, quelque chose comme ça. Mais, ce temps inspiratoire court, il a son importance, que ce soit en volume ou en pression. En volume, il permet, si on a un temps très court, ça va augmenter de la pression parce qu'on va avoir tout le volume qui va être délivré sur un très court temps. Voilà. Et en pression, ça va diminuer le VT, là, par contre. Voilà. Donc, faut bien se méfier, surveiller le temps inspiratoire qui soit pas trop court, parce qu'autrement, on a parfois une ventilation qui devient inefficace. Donc, chose importante, le I sur E sur l'enfant. Voilà. Régler le I sur E, enfin, vérifier qu'en tout cas, en modifiant vos paramètres de fréquence, vous n'avez pas modifié votre I sur E, et vous n'êtes pas arrivé à inverser le I sur E, c'est possible, hein, on peut se retrouver à avoir 1,5 sur 1. Ouais. Un temps inspiratoire. Alors, on l'inverse en fait. On peut, si on augmente fortement la fréquence, ça peut arriver. Donc méfiance. FiO2, on a parlé d'oxygénation au départ. Alors, si vous êtes dans la panade, comme on dit, dans les soucis, c'est FiO2. Oui, voilà. Intubation difficile, pathologie pulmonaire importante, sous-jacente. On ne se pose pas de questions. Là, on va parler justement de l'enfant normal. Et on va lutter contre l'hyperoxie. Et le petit, il n'aime pas l'hyperoxie, parce que ça favorise en effet les atélectasies, ça favorise l'inhomogénéité de la ventilation. Et donc il est important de mettre une FiO2 plutôt basse. Il y a des études qui ont montré que maintenant on peut faire une induction à 80% de FiO2, maintenir la FiO2 aux alentours de 30-35% en péropératoire, et lors de l'extubation, du réveil, réaugmenter transitoirement à 80%.
Ça marche très bien et ça permet d'avoir a priori moins d'effets secondaires, moins de complications respiratoires post-opératoires. Je reviens vite fait sur l'extubation. Quand vous extubez un enfant à intubation difficile, vous pouvez le faire sur un guide échangeur creux, ce qui vous permettra de le réintuber facilement par la suite. Voilà. Donc chez le tout petit, il est recommandé d'utiliser une FiO2 péropératoire, pendant l'entretien plutôt basse, 25-30. Et puis après, chez les adultes ou chez le grand, on va monter à peut-être des valeurs un peu plus élevées, mais ça ça ne nous concerne pas spécialement. Donc ça a été montré de façon assez claire. Et les cibles de la saturation en oxygène n'est pas du tout à 100% chez le petit enfant, chez le nouveau-né ou le PMA. Au contraire, elle est plutôt inférieure à 95. Oui, 90-95. Voilà, entre 90 et 95. Donc si vous avez un patient, vous mettez la FiO2 et vous avez 100%, essayez de baisser votre FiO2. Vous êtes au-delà. Pour un nouveau-né, vous êtes au-delà de ce qu'il faut. Et quand vous êtes à 25%, vous restez à 25%. Voilà. Donc, les pédiatres vont-ils même les enfants en air pur, en air pur. FiO2 21%. 21. Et donc là, je t'ai amené quelques vidéos parce qu'on n'a pas de respirateur, donc j'ai fait quelques vidéos pour te montrer un petit peu. Donc première chose, un respirateur chez l'enfant, il faut penser à le régler correctement parce que si on le règle pas, si on le pré-règle pas, on peut avoir des volumes courants et des fréquences de base qui vont être trop élevés par rapport à... On va commencer à ventiler avec des paramètres qui sont adaptés à l'adulte et ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Attention si on est dans une salle qui fait et adulte et enfant. Ouais, surtout. Mais même si on fait chez l'enfant, parce qu'avant on a endormi un enfant de 15 ans et qui faisait 80 kg et juste après on va faire un 3 kg. Ouais, donc de toute façon, quel que soit le paramètre, il faut penser à sélectionner la catégorie de patient et mettre le poids, la taille si on l'a, et l'âge. Et l'âge, et donc la taille ou le poids idéal. D'accord. Avant de débuter toute ventilation, c'est vraiment important. Donc, alors, nos IAD, en tout cas en pédiatrie, nous, ont vraiment l'habitude, elles le font systématiquement. Je pense que ça, c'est la particularité d'avoir des centres pédiatriques. Donc là, c'est une ventilation qui se fait en mode volume contrôlé. C'est juste pour montrer, normalement, on passe en mode pression, désolé, mais ça c'est pareil. Et en augmentant la ventilation, donc la fréquence respiratoire, donc c'est le paramètre, c'est le paramètre qui est ici, là, donc en l'augmentant, ce qu'on va voir apparaître, c'est le FiO2, le I sur E qui varie. Alors, qui se modifie. Sur ces respirateurs, malheureusement, il n'est pas présent constamment. Donc il faut appuyer sur un bouton pour le faire apparaître. C'est pour ça que méfiez-vous. C'est un paramètre qu'on n'a pas sous les yeux constamment. Il faut aller chercher. Ça dépend des respirateurs et parfois il faut aller chercher et du coup on l'oublie. Donc, et là, vous voyez, on est à 1 sur 1,3 parce qu'on a augmenté la fréquence de 26 à 33 alors qu'on était à 1 sur... Et même si on augmente à 40, on arrive à inverser le I sur E. Donc c'est quelque chose d'important. Ah, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et quand dès qu'on touche quelque chose, il faut vérifier le reste. Il faut vérifier tous les autres paramètres. Okay. Un va modifier les autres et donc il faut vraiment tout surveiller. Le mode autoflow, j'en ai pas parlé, mais parce que c'est un mode, on va dire, un peu hybride. C'est un mode en pression contrôlée, enfin la plupart, pression contrôlée, mais à volume garanti. Ce qui fait que la machine va pousser avec un débit décélérant en pression, mais ça va s'arranger toute seule pour que le volume qu'on a demandé soit au moins administré. Et ça a l'avantage d'être assez souple et souvent ça permet aussi, mais comme les autres modes, la plupart, d'avoir des cycles ventilatoires spontanés au milieu de tout ça. Là, il y en a un. Sans que la machine sonne. Sans que la machine sonne, l'enfant il est ventilé avec un volume qui est garanti d'ailleurs. Donc c'est assez souple. Moi j'ai tendance à utiliser maintenant pas que ça, mais presque. Ok. Et enfin, tiens, là je te laisse regarder un peu ce qui se passe et tu vas me dire, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer. Regarde les courbes de... Ça c'est les courbes de volume. Là c'est les courbes, juste là, pardon, les courbes de pression. Et donc, en cours d'intervention... Il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. Méfiance. Il commence à se passer quelque chose. Ouais, là j'ai l'impression de voir que la pression augmente. Ouais. On voit sur le ça sonne même sur le diagramme bleu. Non, je vois pas. Et là, alors, c'est une obstruction de la sonde. On a vu, je sais pas si on peut le revoir, le remettre. Ah, hop, voilà. Donc on va voir. La pression va se mettre à augmenter d'un seul coup.
hop. Voilà. La pression va se mettre à augmenter, le volume va chuter, parce qu'on est en volume, quel que soit le mode, hein, de toute façon, quand on a une obstruction. Et méfiance, ça arrive très souvent, les sondes d'intubation chez l'enfant, elles sont souples, beaucoup plus souples que chez l'adulte. Quand on est sous les champs, il fait chaud, ça se ramollit. Encore plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la sonde, elle se retrouve coudée comme ça, et en fait, il n'y a plus rien qui passe. Ouais. Ouais, après, ça peut être un bouchon muqueux aussi. Ça peut être un bouchon muqueux, mais très souvent, une des premières choses à faire, c'est regarder si le tube il n'est pas coudé. Ouais. Parce que ça arrive très facilement. D'autant plus, il existe des sondes bleues aussi qui Oui, utilisent beaucoup encore les pilotes qui sont encore plus souples. Donc méfiance, mais surtout c'est que la chaleur autour de la tête sous les champs fait que les sondes se ramollissent et elles se coudent très facilement. Voilà, on a fini. Oui. J'espère que cette présentation live démo vous a plu. Nous, on a pris un grand plaisir à la faire, à vous présenter tout le matériel disponible pour faire les ventilations et pour faire l'intubation difficile chez l'enfant prévu ou non prévu. Voilà. Nathalie vous a fait tout un topo sur la ventilation, les différents modes qui existent, tout ce qu'il faut bien vérifier. Et puis, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je le souhaite. Je tiens à remercier Florent Baudin pour le topo sur la ventilation qui m'a été d'une grande aide. Et puis, le maître mot pour moi, c'est s'entraîner. D'où l'intérêt déjà de voir des live démos, mais de faire de la simulation, s'entraîner. Et puis, dans les situations difficiles, d'appeler à l'aide. L'anticipation, l'appel à l'aide. L'appel à l'aide, c'est le maître mot. Exactement. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt.